Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de votre fidélité. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plutôt intéressant, pour ne pas dire passionnant. On va parler en quelque sorte des relations sur un angle assez élevé, relations entre Haïti et la République dominicaine. On parlera de l'Observatoire binational pour la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce, surtout avec ces deux activités qui s'annoncent. Il y a une activité qui est prévue cette semaine. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point, Madame Rachel Charlet-Doucette, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Bonjour Madame, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation et de nous donner cette opportunité de venir parler un peu plus avec le public de l'OBMEC. Oui. Comme vous avez défini l'Observatoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter les excuses de l'OBMEC. Le recteur Jacques Luma, qui devait nous accompagner, a un empêchement de dernière minute. Comme vous savez, être recteur d'une université, c'est une très lourde tâche. Oui. Il voulait être avec nous, malheureusement, il est empêché, donc je vais... Vous êtes professeur, chercheur, vous êtes aussi responsable de l'OBMEC. Oui, vous voulez bien nous présenter cette structure? Depuis quand l'OBMEC est créé? Pourquoi aussi? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. L'OBMEC, le lancement officiel de l'OBMEC a eu lieu en décembre de l'année dernière, en décembre 2015. Bientôt un an. Bientôt un an. Et c'est un projet financé par l'Union européenne qui va durer 2 ans et qui va prendre fin en avril 2017. Mais je dois dire que cette initiative venant de certaines universités haïtiennes et dominicaines, dont l'université Quisqueya, par ailleurs, assure le leadership, n'est-ce pas, est un aboutissement d'un long processus. Depuis la fin de la dictature dans les deux pays, à la fin des années 80, disons, les universitaires des deux pays qui se rencontraient souvent en exil à l'extérieur, dans d'autres espaces en dehors de l'île, n'est-ce pas, avaient tenté des rapprochements. Et des liens se sont créés entre universitaires, chercheurs, indépendamment, en dehors de toute structure formelle. La nouveauté vraiment de l'OBMEC, c'est cette tentative de formaliser et de viser la durabilité. L'OBMEC, c'est un projet pilote qui va durer 2 ans, mais avec l'espoir maintenant de travailler sur la longue durée et de pérenniser les efforts qui vont être déployés pendant ces 2 ans. Donc là, on peut dire que l'OBMEC ne regroupe que des gens de la société civile, des universitaires, tout simplement, ou bien est-ce qu'il y a une catégorie... est-ce qu'on n'y retrouve que des hommes politiques, par exemple? Étant donné que vous parlez de l'époque de la dictature, vous parlez aussi des rencontres qui se faisaient à l'extérieur. Et là, il faut être militant, il faut vraiment se sentir préoccupé par ce qui se passe à travers les deux pays. Dites-nous un peu plus. Non, l'OBMEC, et là j'insiste là-dessus, est un espace universitaire. Donc un espace de chercheurs, d'académiques, n'est-ce pas, avoué, comme toute université, à la recherche, à la formation, à l'éducation et au service de la société. L'OBMEC veut que les résultats de ces travaux, par exemple, servent au changement entre des relations entre les deux pays. Mais comment? Il y a un mécanisme. Nous sommes indépendants en tant que chercheurs, nous revendiquons cette indépendance d'esprit, n'est-ce pas? Mais en même temps aussi, les produits de nos travaux, les résultats, sont communiqués aux 2 secrétariats de la commission mixte. Et c'est là que l'OBMEC s'articule avec le politique, à travers la commission mixte, et vise vraiment à se mettre au service des populations des deux pays, à travers les recommandations qui sont faites dans les rapports et les travaux, les résultats des travaux de recherche. Des propositions sont faites au gouvernement, des propositions de politique publique
qui vont servir à améliorer les conditions de vie des populations dans les deux pays. Là, l'on s'achemine vers la réalisation d'une première activité. Ce sera cette semaine, je vais parler du forum qui va réunir des intellectuels, encore où l'on va saisir l'opportunité pour poser les grands défis, les grands problèmes qui rongent les deux républiques. Le forum, c'est ça l'objectif. Le forum a comme objectif de présenter les résultats des premiers travaux de l'OMEC. Évidemment, de faire connaître un peu plus largement au public des deux pays ce que c'est que l'OMEC. Vous voyez, le forum va se faire en République dominicaine parce que nous avons à l'OMEC le principe d'alterner les activités. Par exemple, le lancement a eu lieu en Haïti. Nous avons eu un premier séminaire sur les résultats des travaux sur la thématique commerce. Maintenant, nous allons travailler en République dominicaine. C'est un rassemblement, cette fois-ci, de tous les chercheurs haïtiens et dominicains, parce que la manière dont fonctionne l'OMEC, c'est de créer des binômes de chercheurs haïtiens et dominicains qui travaillent ensemble sur les 4 thématiques que vous avez mentionnées, commerce, migration, éducation et environnement. Et c'est là aussi la nouveauté et la spécificité de l'OMEC par rapport aux initiatives que j'évoquais avant qui avaient été faites. C'est que c'est la première fois vraiment que des chercheurs se mettent ensemble, à travailler ensemble sur la thématique. Autrefois, et pour les deux pays. Pour les deux pays, c'est ça. C'est-à-dire, on essaie d'avoir la vision, le cadre global dans les deux pays et essayer d'avoir un regard croisé. Un regard croisé sur les problématiques qui concernent les deux pays. Choisissons l'une des thématiques, par exemple, qui va faire objet de discussion ou de débat à ce forum. Choisissons au hasard l'environnement, par exemple. On va en parler. Mais oui. Et on va en parler. Pour dire quoi, d'autant que l'on sait que nous avons des problèmes sérieux. Les chercheurs ont identifié les faiblesses des deux côtés de l'île et la force aussi des deux côtés de l'île. Absolument. Vous voyez, là, je vous présente le premier rapport, le diagnostic sur l'environnement qui a été fait par les chercheurs. Vous voyez, c'est une grosse brique de plusieurs centaines de pages. Et là, c'est un travail réalisé par des chercheurs dominicains et haïtiens. Je peux par exemple vous parler rapidement des équipes. Par exemple, on a subdivisé le rapport en différentes thématiques. Il y a, par exemple, sur la thématique bassin versant, on a un chercheur haïtien, Martine Mathieu, un chercheur dominicain, Raphaël Rivera. Sur la thématique gestion des sols, nous avons 2 chercheurs dominicains, un chercheur haïtien, Raphaël Rivera de nouveau, Margarita Betances, de Issa, Hans Guillaume. Biodiversité, pareil. Nous avons Andrea Peña, qui est dominicaine, Viviane Julien, qui est haïtienne. Les processus anthropiques, ça a été confié par un anthropologue externe aux deux pays. C'est un anthropologue américain, mais qui connaît très bien la problématique des deux pays. En hydrologie et gestion des lieux, nous avons un spécialiste haïtien, Urbain Fifi, un autre dominicain, Antonio Ortiz Menia. La problématique assainissement et déchets, par exemple, nous avons 2 Haïtiens, 2 Dominicains. Nous essayons autant que possible d'équilibrer les équipes en termes de compétences, de profil et de nombre aussi. Et les questions transversales qui ont été abordées. Donc, vous voyez, la mise en place pour arriver à ce travail, ce diagnostic colossal. Apparemment. Oui, apparemment, et en contenu aussi. Le contenu est de poids. Non, en regardant tout simplement, on se rend compte que le travail... Vous voyez, c'est un travail de professionnel, d'universitaire. Nous visons les standards universitaires internationaux, évidemment. Donc, c'est un travail minutieux. Mais plus que le travail, ce que je voudrais souligner, c'est peut-être l'une des valeurs ajoutées de l'OMEC et qui passe parfois, qui pourrait passer inaperçue. C'est que pour arriver à cela, il a fallu construire. Arriver à ces binômes qui travaillent ensemble, des chercheurs qui ont des formations académiques différentes, qui viennent d'horizons différentes, même si c'est plus ou moins les mêmes disciplines, mais qui sont des écoles parfois différentes. Arriver à se mettre ensemble, arriver à harmoniser, ne serait-ce que la méthodologie, ne serait-ce que l'approche qu'on va adopter, les outils d'analyse, les outils de collecte, comment est-ce qu'on va, les indicateurs, tout ça, ça demande des échanges constants. Donc, c'est tout ce travail souterrain
de création, de renforcement de liens entre les chercheurs haïtiens et dominicains pour arriver à cette vision, ce regard croisé sur les problématiques, c'est tout ce travail de mise en place qui crée, qui consolide ces liens, qui assure la pérennité de l'OBMEC. Le suivi, par exemple. Oui. Qui ou quel secteur va se charger du suivi, de ce qui sortira, je dirais, de ce forum? Le suivi va être assuré maintenant au niveau des politiques publiques à travers les gouvernements. Nous produisons des données fiables. Est-ce que la Commission aura aura un rôle à jouer aussi? La commission mixte haïtiano-dominicaine, certainement. La commission mixte haïtiano-dominicaine est, disons, le premier consommateur de nos produits, de nos résultats de nos recherches. Et c'est à eux maintenant d'informer les gouvernements des deux pays et de dire, voilà, telle recommandation que les chercheurs ont faite. Et que nous estimons que les deux gouvernements pourraient travailler à établir tel type de politique publique, effectivement. Madame Rachel Charlet-Doucet, dites-nous, là, on a fait un diagnostic sur quelques thématiques. Je veux bien comprendre, je veux que notre public comprenne aussi. Nous venons de parler de l'environnement. L'environnement est l'une des thématiques, OK? L'environnement est l'une des thématiques. Ce que je veux souligner, c'est que ce travail minutieux de terrain peut contribuer à renverser parfois la question des perceptions. On a la perception que les problèmes environnementaux se trouvent uniquement du côté d'Haïti. Que la République dominicaine nous a tellement dépassés que de leur côté, ils n'auraient pas, eux, de problèmes environnementaux. Ce n'est pas le cas. Dites-nous que c'est une mauvaise perception. Bon, elle est liée. Cette perception, évidemment, est enracinée dans les faits. C'est vrai que les problèmes sont plus cruciaux du côté d'Haïti, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que la République dominicaine n'a pas aussi ses propres problèmes environnementaux. Et nous avons focalisé, dans le cadre du diagnostic environnement, nous avons focalisé sur la zone frontalière que vous voyez ici. Et les chercheurs se sont concentrés sur les 4 points de passage officiels le long de la frontière, les binômes Wanamet, Dajabon, Himani Malpas et Belader Comendador et en Sapitre, Pédernal. Donc, ils ont choisi de travailler dans la zone des bassins versants de cette zone-là. Et ils ont vu qu'il y a des problématiques où Haïti a des modèles que la République dominicaine pourrait peut-être regarder, je ne dis pas adopter, mais regarder. Par exemple, dans la question de la déforestation. La République dominicaine a adopté des mesures très strictes, très drastiques, je dirais. Par exemple, il y a des anecdotes qui sont rapportées, mais qui ne sont pas des anecdotes, ce sont des faits vérifiés, où parfois, sous la guerre, quand ils voyaient des fumées qui avaient des indices qu'on avait une coupe d'arbres ou qu'on fabriquait du charbon, ils voyaient arrêter mon eau. Non seulement ça, mais ils tiraient sur eux à partir de leurs hélicoptères, des hélicoptères de l'armée. Non, ça c'est trop. Eh bien voilà, donc ce sont des mesures, au début c'était des mesures drastiques et radicales, et maintenant jusqu'à présent, interdiction de couper des arbres en République dominicaine. Okay? Donc c'est une mesure un peu trop restrictive. Dont on peut s'inspirer, vous pensez, ou encore... Non. Je dirais qu'il faudrait reconsidérer parce que l'approche qu'Haïti aurait intérêt aussi à adopter, c'est de réglementer la coupe des arbres. C'est d'avoir des énergies, des forêts, oui, des énergies alternatives, mais aussi avoir des forêts que l'on peut exploiter, soit pour l'énergie, soit pour la construction, etc. Il s'agit de contrôler, de cerner, de limiter, pas d'interdire absolument. Vous voyez maintenant quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il y a un trafic illicite de coupe de bois fait par les Haïtiens sur le territoire dominicain, mais souvent avec les yeux fermés ou la participation active des Dominicains. Un trafic illicite de charbon de bois fabriqué par les Haïtiens, mais avec la complicité des Dominicains. Donc ça vous montre qu'il y a une complicité. Voilà, le pays. Donc cette problématique commune, on a intérêt à la mettre à nu et aborder avec l'esprit de... On aurait tellement de choses à dire sur l'environnement. Et je pense que l'émission ne suffira pas. Mais il y a d'autres points à voir aussi. L'éducation, le commerce entre les deux républiques. On reviendra pour en parler. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Directrice de l'OBMEC, l'Observatoire binational pour la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce, madame Rachel Charlet-Doucet est notre
invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Madame Rachel Charlet-Doucet est notre invitée ce matin et avec elle, nous parlons de ce forum qui va avoir lieu bientôt. Forum dans la République dominicaine l'a fait. C'est la République dominicaine l'a fait. Et puis Haïtiens après participer, universitaires, journalistes. Universitaires, journalistes, recteurs de toutes les universités. Nous avons l'Université Quisqueya, l'Université Notre-Dame, UNEF, Université épiscopale d'Haïti, UPSAC, université en province, au CAI, au Gonaïve. C'est un pays qui parle Saint-Domingue, non? Bon, on veut bien. La crème, disons, au niveau de la production intellectuelle, peut-être, dans le cadre universitaire, certainement. Oui, et on a parlé nous de possibilités pour évoquer espace réservé. Oui, je voulais, avant que nous fermions pour une thématique et environnement, je voulais parler, attirer l'attention sur l'espace réservé. Un espace réservé qui fait vis-à-vis entre deux pays. Une en République d'Haïti qui est espace réservé massif de la Selle. On connaît Zilé à son seul lieu, son seule unité. Orographiquement, même chaîne de montagne la Selle, là, elle continue en République dominicaine dans le massif Baoruco. Donc ça que je voulais faire souligner là, c'est que nous-mêmes, nous avons un espace réservé de quelques centaines d'hectares qui représentait peut-être un tiers de ça que de République dominicaine lui-même délimité comme espace réservé. Où est là? Espace réservé République dominicaine inclut zone lac Enriquillo, zone Sierra de Baoruco, il y a un parc national, et ensuite il y a une zone ici là de parc national de Haragua. Tandis que nous-mêmes, nous avons un seul vraiment, nous avons 2 points focaux dans le massif de la Selle là, mais nous pas considérer zone lac Azuéia. Je pense que si nous avons une capacité d'augmenter zone réservée, même genre avec la République dominicaine fait là, c'est vraiment en plus pour nous parce que la problématique de l'eau. Quelle proportionnalité il y a loin en pile en quantité, s'il vous plaît? Et en quantité d'espace réservé, en République dominicaine, il y a 123 zones réservées. Par contre, nous avons en Haïti. On peut les compter sur... pour être généreux sur les droits de demain, ou de demain si on veut, mais il y a 123 eux-mêmes. 123. Et ça veut dire qu'ils ont vraiment pris très au sérieux la question problématique. C'est ça qui fait que je me pose une question tout à l'heure sous... nous parlons de l'environnement, on dit que bon, nous pensons que le plus grave là, n'est pas nous que l'autre côté, mais bon, effort que Dominique a fait que nous-mêmes n'avons pas fait. Absolument, absolument. Par exemple, si on a parlé de couverture forestière, alors je voulais dire que moi-même, je ne suis pas spécialiste en environnement, et que c'est à partir du travail que chercheurs ont produit que m'a parlé, que m'a intervenu. Donc, nous connaissons la situation forestière d'Haïti. Couverture forestière, on ne va pas parler de couverture végétale globale, mais couverture forestière. Ils ont estimé selon sources entre 2% et 4%. Tandis qu'en République dominicaine, il y a avoisiné les 12%. Or, toute étude a montré que pour capable un développement durable. Mais qualité anecdote, ça tout à l'heure, tout le monde peut comprendre ça. Pour que ça arrive à résultat, ça, c'était la main dure. C'était vraiment une main très ferme. Oui. Pas de cadeau. C'était vraiment une et résultat, nous jeunes aujourd'hui. Et ils ont substitué justement énergie, combustible de bois avec gaz propane. Okay. Ce qui représentait moins de pression sous coupe de bois. Voilà. Ok, maintenant, on connaît que pour avoir des conseils, des recommandations dans le moment forum, non? Ça qui a un rapport avec l'environnement, puisque c'est un travail de diagnostic qui fait, nous dit diagnostic, mais qui ont mais qui problème que vous soulignez, vous joignent. Et comment que nous pouvons résoudre les. Exactement. Avant de nous jamber sur l'autre sujet, Madame Doucet, c'est vrai qu'on parlait de implication, commission mixte binationale dans le résultat de travail et implémentation ou encore suivi qui doit être fait. Mais forum ça, dans quel niveau vous sentez l'état des deux pays impliqués là-dedans? Moi-même, je dis que vraiment, ils sont très intéressés.
Ils sont très intéressés. Par exemple, les gens qui pourraient participer, qui confirment du côté de la République dominicaine, on a obtenu certaines confirmations du côté d'Haïti, mais le ministère qui lié à la thématique que nous avons traitée, toutes, ils disent venir. Ministère de l'Éducation, ministère du Commerce, ministère de l'Environnement. Quant à la migration, il y a différentes institutions qui peuvent venir. Direction générale de migration, l'Office national de migration. Nous invitons nous-mêmes sous bord par nous, Office national de la migration. Nous impliquer, nous inviter toutes structures étatiques gouvernementales qui sont liées à la thématique que nous avons traitée et ils disent venir intéressés. Quant à, par exemple, ordonnateur national dans 2 pays, ordonnateur Panoa, M. Jean-Jacques, et ordonnateur l'autre Boa, yo même yo gen une passion, moi capable de dire que yo réitéré à plusieurs reprises publiquement pour causer au mec ça. Et y a ba nous un support mais vraiment yo marché avec nous. Donc ça veut dire que au niveau des institutions gouvernementales, yo me senti que gon intérêt parce que effectivement off micro nous t'a évoqué que t'es une tentative et t'es un peu l'échec. Mais souvent, c'est parce que les décisions, ils te prennent à la va-vite, ils te prennent dans le feu de l'action, il fallait réagir immédiatement, mais parfois, on pas prendre le temps, prendre un recul et analyser à partir de données fiables. Moi, c'est ça que OMEC a fait. C'est aller sur le terrain, aller collecter données et informations fiables et dire, mais qui sa réalité aille vraiment? Parce que souvent, nous fonctionnons sous perception, nous fonctionnons sous émotion, nous fonctionnons sous on dit, et ceci de côté, hein, ce n'est pas seulement nous-mêmes. Oui. Donc, avec ça, avec un travail universitaire de niveau ça, on a présenté des données fiables et qui sont capables de servir pour des politiques. C'est ça. Cohérentes. Maintenant, on allait pour notre, on choisit un deuxième. Oui. Et on va nous prendre migration. Pour le thème migration, moi, je ne préfère pas aborder lui parce que le diagnostic là pour qu'on finisse. On prend éducation, Robert. Eh bien voilà, on prend éducation. Qui ça rejoint? Qui ça cherche à rejoindre? Qui ça cherche à rejoindre? C'est intéressant que rejoindre. Et alors, le mandat recherche éducation, évidemment, c'est faire une analyse comparative des 2 systèmes éducatifs, le système éducatif haïtien et dominicain, avec un focus sur zone frontalière en particulier. C'était vraiment c'est la première fois vraiment que des études conjointes comme ça, faites avec focus ça. Et nous découvrons des bails intéressants. Mais on a d'accord découverte, il y a une inadéquation dans la découverte entre Haïti et la République dominicaine. Vous pensez que c'est même gens parler pour l'éducation en tout? Bon, moi, ça que nous avons essayé de faire, c'est essayer. Nous obligés de faire des études comparatives, C'est ça l'approche-là. Mais en même temps, ce n'est pas comme si nous avions dit qu'il y a Haïti 5 sur 10, il y a la République dominicaine 9 sur 10. Ce n'est pas stigmatisé. Ce n'est pas stigmatisé. C'est faire des constats. C'est essayer de voir qui vient de bon de chaque côté. Non, mais nous ne pouvons pas cacher la vérité. Non, nous-mêmes, comme chercheurs, nous ne pouvons pas faire propagande. C'est ça. Et en même temps, nous pensons que si nous disons les gens liés, au moins, ça t'a touché l'orgueil haïtien qui bat l'estomac chaque jour. Et puis pour nous, un petit gens, lever pied, nous. Absolument. Et ça, je pense que c'est encore une valeur ajoutée de problème. Parce que l'Europe fait un travail comparatif, obligé de garder tête. Obligé de garder tête sans complaisance. Oui. Et pour nous sortir dans une posture de victime, nous n'avons complet tête, nous n'avons affaire de victime. N'est-ce pas? Et que ce n'est pas faute nous. Nous pas assumer responsabilité nous. Et tout le monde doit nous. Non? Ils montrent une situation où comparer. Mais qui côté République dominicaine, mais qui côté ou même où y est, mais qui côté nous-mêmes nous y est, pour qui ça nous là? Est-ce que c'est faute dominicaine? Ou capable de faire avec nous, Benoît? Ou capable? Comme un jeune, si vous avez une bonne mémoire, ou capable. Bon, mais tout indicateur économique là, tout niveau PIB, des 2 pays qui 8 fois, production interne brute 8 fois et plus élevé en République dominicaine, des bails de ce genre. Déséquilibre notoire dans tous les domaines. C'est ça, est-ce que le déséquilibre est partout? Le déséquilibre, par exemple, au niveau du système éducatif, c'est peut-être un domaine côté que il n'y a pas ni noir, aussi noir et blanc, il n'y a pas aussi carré, parce que le système éducatif dominicain a une faille. Et un pile dominicain reconnaît à certains égards supériorité sur le système éducatif haïtien, à certains égards. Je m'empresse de le souligner. Oui. Ouais. Donc, c'est comme ça, par exemple, là, nous focaliser dans une zone frontalière. Là, on a essayé de faire une typologie, par exemple, de qui élève haïtien aller
dans l'école dominicaine. Qui est-ce qu'il y a? Pour qui ça y aller? Qui est-ce qu'il y a un élève dominicain qui vit en Haïti? Ou t'as surpris, hein? Ou elle gagne, hein? Il y a un dominicain qui vit. Voilà. Il n'y a pas de pile. C'est évident, pas de pile, mais ça qui vient, c'est parce qu'on connaît qu'à un certain niveau, le système éducatif haïtien, au niveau de curriculum, de formation, etc., assez élevé dans certains domaines. Donc, pour nous revenir dans la zone frontalière, là, ça que je aimé insister sur lui, qui sortit dans le rapport, là, dans le diagnostic, là, lui identifier des carences dans le système éducatif haïtien qui causaient que jeunes étudiants haïtiens, jeunes élèves haïtiens à la République dominicaine. Par exemple, imaginons, il y a un kindergarten l'autre bord, c'est en espagnol qu'il apprend à écrire, c'est pas en créole. Et, par exemple, élèves, jeunes, timoun qui ont des besoins d'éducation spéciale, jeunes qui aveugles, timoun qui aveugles, handicapés, etc., ils ont jambé en République dominicaine pour aller à l'école spéciale parce qu'en Haïti, pas gagné. Pas gagné sous frontière là du tout. Pas gagné dans la capitale là suffisamment, il y a à peine une ou deux. En province, pas gagné non plus, sous frontière là, allez, ouais, pas gagné du tout. Donc c'est une raison qui fait que souvent parents qui ont des difficultés, qui ont des besoins spéciaux, en particulier ça qui est aveugle, on connaît une pile malnutrition dans la zone à vitaminose A, carence, toute qualité carence. Donc, ti moun sa yo, parents yo ouais ça tant qu'on ont vraiment opportunité que yo capable voyer ti moun yo en République dominicaine pour au moins yo y a des chances pour recevoir l'éducation, pour être capable de développer tête de manière intégrale. Ensuite, bon, il y a beaucoup plus d'infrastructures du côté de la République dominicaine. En Haïti, manqué. Alors, on va poser une question. Si dans le cadre de coopération, ça qui existe, bon, est-ce qu'on a la solidarité, ça, qui existait, est-ce que nous pouvons réfléchir sur la nécessité pour permettre que plus de Haïtiens restent en Haïti, même songer apport dominicain, on a mis sur pied l'université Henri Christophe et qui a un peu de difficulté pour le lancer. Donc, ce qui veut dire que moi-même besoin de poser une question, même, pas. Mais est-ce que vous pensez que les universitaires capables de dégager ou envisager d'autres circuits de coopération dans l'intérêt des deux pays? Certainement, il y a des thématiques qui méritent attention. Je vais retourner sur la question éducation. C'est éducation de base. Là. Niveau universitaire, là, je suis capable de dire que peut-être c'est crucial en termes de contenu et idéologique. Un bon exemple pour comprendre ce que je veux dire. Par exemple, enseignement de l'histoire. Jeunes haïtiens, dans la République dominicaine, ils apprennent l'histoire d'un manuel dominicain, mais son histoire qui colorée par vision dominicaine de l'histoire ça. Et malheureusement, souvent, dans le manuel, il y a un parti pris pour déformer certains faits, vous comprenez, ils ont idéologisé, ils ont manipulé. L'histoire pas objective. L'histoire là pas objective. Ça c'est une carence du côté de la République dominicaine. Du côté d'Haïti, qu'on y a là, jeunes haïtiens qui dans l'école haïtienne, ils ont même enseignement de l'histoire là fait de manière vraiment centrée sur la narration, sur des faits, mais ils n'ont pas développé l'esprit critique de monde. Donc jeunes haïtiens bon c'est yo nous tout selon nous même tout histoire pas non comme si apprendre haïtien des type apprendre des bagailles pour faire battre stomac et tout. Oui, mais dans l'histoire, enseignement de l'histoire pas non, nous pas prêter assez attention à la thématique dominicaine. En République dominicaine, il y a le thème haïtien. Le thème haïtien, la question haïtienne, qui chaque jour, matin, midi, soir, il parle de Haïti. Dans les médias, dans la radio, télévision, les problèmes même pas parler, c'est plus toujours. Nous-mêmes, nous pas le thème dominicain. Ça n'a pas tellement intéressé parce que ça. Nous pas de temps pour ça. Nous tellement pris peut-être par d'autres urgences. Mais nous sommes doués. Nous avons le thème dominicain autour de la caille. Il faut que nous intéressions. Nous ne sommes pas capables de des jeunes citoyens qui sont formés. Et que si on est État étranger qui a formé des citoyens, ça pour. Les citoyens, ça n'est pas pour nous encore. Parce que
même si les gardent une nationalité, un papier, un passeport haïtien, mais en fait, formation idéologique, la vision que l'a développée d'Haïti et de citoyenneté haïtienne à partir d'enseignement République dominicaine, sont pas qui fait pour attirer nous, qui pour préoccuper nous, pour nous connaître quelle est la vision de l'histoire qu'on enseigne à ces jeunes. Moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer jeunes, même au niveau universitaire. Et souvent, ça alarme moi parce que moi, que j'ai adopté vision dominicaine d'Haïti. Vision dominicaine de l'histoire d'Haïti. Donc ça, fait partie du diagnostic que nous faisons. Ça, c'est un élément que nous faisons et nous allons approfondir la question manuelle d'histoire. Et là, je profité pour faire un clin d'œil à la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Et nous songez que Michel Hector, elle était président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie et de géologie. Il était gain comme souci pour harmoniser manuel d'histoire. Même Jean l'Allemagne et la France étaient fait après la guerre, ils ont mis ensemble, ils ont dit bon, on a suspendu utiliser texte manuel d'histoire pour fomenter des inimitiés, des sentiments de haine ou bien des sentiments de mépris de l'un par rapport à l'autre. Donc, on a parlé de l'université avec Christophe. Effectivement, le simple nom de l'université avec Christophe te fait débat en République dominicaine. Parce que Christophe, c'est une des figures les plus honnies en République dominicaine. Ça, il ne pas voir elle-même. Lui-même, Christophe avec Dessalines, il ne pas voir. Nous-mêmes, nous honorons, nous admirons comme c'est héros national. Oui, c'est ancêtres. Mais eux-mêmes, pour eux, s'allier à des exactions depuis 1805, campagne de l'Est, les que ont dit Dessalines, mais Français a débarqué dans Samanac, etc. L'armée haïtienne envahit la République dominicaine. Là, ça, c'est pas de République dominicaine, c'est une colonie. À ce moment-là, en 1805, il était colonie française. Faire rentrer l'autre bois, livrer, récupérer, mettre en péril l'indépendance haïtienne. C'est ça, nous-mêmes, nous sommes une République d'Haïti, nous-mêmes, nous sommes encore colonie. Eh bien, il y allait, Christophe, Dessalines, il y allait, et puis, il y a une mauvaise nouvelle, il obligé de rapatrier au bâton retraite, et il a créé, c'est pour nous songer le contexte époque là tout, il y a un pile cruauté qui était passé. En particulier. Donc, ce qui fait que Dominique n'est pas d'accord s'il a aidé Haïti pour porter non ou assassin pour eux. Oui, c'est ça. Pour eux, Christophe, son assassin, son monde qui tuait près de plusieurs centaines de Dominicains, même si, je le souligne, ce n'est pas des Dominicains vraiment, c'était des colons espagnols ou français, mais c'est des bagages. Il ne pas oublier. Non. Il n'y a pas des guayos de Moka, ça veut dire les décapitations de Moka. Pour eux, c'est comme si un barrage qui était passé il y a plus de 200 ans, son barrage qui aujourd'hui, c'est présent, c'est très présent, c'est pas un yo sorti. Et comme quoi que c'est un motif qui fait que il y a une inimitié ça entre Haïti et la République dominicaine. Nous-mêmes, pour finir avec la question de vision idéologique de l'histoire, par exemple, massacre 1937 là, me fouiller, me faire recherche par cette thématique là t'intéressait. Eh bien, dans Manuel Tidor Saint-Phil côté moi-même moi été étudié en pile génération haïtien été étudié. Son petit paragraphe seulement, oui. Et c'est pas dans le livre là non, c'est dans annexe. Vous connaissez le livre là fini et puis on a une série d'annexes. C'est là un petit paragraphe parler de massacre 1937. Les cas où on parle de massacre Touillo. Oui, le massacre de Touillo. Sous Manuel et Guy Alexandre regretté mémoire. Tu fais une recherche tout sur les manuels d'histoire, eh bien, ça coïncide avec le résultat de recherche par moi. L'on prend les thèmes communs entre Haïti et République dominicaine traités dans les manuels d'histoire en Haïti, il ne va pas totaliser plus de 3 pages. Ça qui passe. Ça pas connaît. Ça méritait pour nous chercher, comprendre pour qui ça y a silence ça. C'est un silencement. Mais comme nous sommes peuple oral, est-ce que c'est pas ça qui passe? Parce que malgré pas aucune importance que l'historien au bail, si je me fais sortir là, mais n'empêche que en pile haïtien songez que son péril, en pile haïtien parler de ça. Est-ce que c'est on est capable de dire c'est parce que nous surtout de tradition orale. Nous pas fait l'histoire passer de une à l'autre de bouche en bouche on dit l'autre plutôt. Nous avons une tradition et là bien qu'on a mentionné, nous avons une histoire orale qui est très vivante.
c'est vrai, qui est très vivant et qui est très riche. Mais est-ce que c'est un pile haïtien qui parlait de Péré-Hill? Moi, pas sûr. Moi, j'ai fait recherche, par exemple, avec une population de jeunes ouvriers qui travaillent dans la construction Santo Domingo. Même si ils ont passé l'école, ils n'ont pas très bien connu qui est-ce qui Pétion, qui est-ce qui Dessalines, non? Après 1957, là, ils n'ont pas connu, non? Ils n'ont pas connu, non? Du manuel, ils n'ont pas parlé de ça, qui j'ai prêt à connaître. Non, mais là, on va parler de CP éducation. Si Dominicain, pas connaître? Haïtien, jeune haïtien qui j'ai l'autre bord, on comprend. Donc, c'est pas ça qui était subi. Alors, haïtien, en manière, tout, c'est peut-être ça, anthropologiquement, ça, c'est une hypothèse. Là, qu'on traumatise tellement fort, ou pas parler de lui. Oui, c'est remuer le couteau dans la plaie. Voilà, Haïtien qui est tendance à ça, il est trop dur, ne préférait pas parler de ça. Est-ce que c'est une raison qui t'a expliqué? Silencement, pas dit silencement, mais silencement. Oui, mais est-ce que c'est le travail de l'historien? Est-ce que c'est son travail, ça, de taire la vérité? Non, ce n'est pas son travail. Mais quand on remue, et le mot remuer le couteau dans la plaie, ça peut avoir cette perception-là. Je me songe à l'occasion des 70 ans du massacre. Nous, en Haïti, nous avons créé un groupe que nous avons appelé Comité Mémoire en 1937. OK? Et nous avons dit que nous avons créé l'année Péré-Hill, l'année Péré-Hill, Percy, pour nous rappeler ce qui était passé. Oh! Bagaille, ça font tollé en République dominicaine. C'est comme quand nous n'avons pas de droit pour des thématiques ça, mais Haïtiens veulent déterrer l'âge de guerre, nous obligés d'aller participer dans l'émission, ils invitent dans l'émission pour nous expliquer, nous obligés de dire non, nous pas là. De quel droit nous oser? Là, déterrer l'âge de guerre, pour ça, pour nous revenir sur des thématiques sensibles comme ça, à quel but, dans quel objectif. Bon, c'est dans l'objectif de rassembler les deux peuples pour une vision commune sur le développement de l'île, par exemple. C'est pas ça qu'on dit? Oui, absolument, c'est ça. Donc, ou pas fait pour occulter rien. Et en tant que chercheur, vous faites pour mettre les choses sur la table, les faits. Il faut que vous connaissiez que ça t'est passé, que ça existé, parce que vous connaissez qu'il y a des politiciens dominicains dans la province de Dajabon, par exemple, et dans d'autres provinces de la frontière, gagnent certains ailes ultranationalistes qui justifient un massacre. Oui. Qui justifient le journée aujourd'hui. Il n'y a pas honte pour dire que c'était la solution finale et que ça, c'est l'aile radicale conservatrice ultranationaliste. Donc, ça veut dire que faut que son thématique, que nous-mêmes haïtiens, il faut que nous connaissions, il faut que nous traitions avec sérénité. Et sérieux aussi. Et sérieux. Question de l'histoire. Madame Doucette, nous allons finir avec l'émission, mais avant nous passer sur un forum et l'autre activité qu'on a sur l'environnement, est-ce que nous avons très bref nos dernières thématiques? Oui. Après environnement et éducation, nous avons le commerce, tout. Ou ne pas parler de migration. Non, on ne peut pas parler de migration. Il y a le commerce, en fait, c'était le commerce, l'éducation, l'environnement. Et c'était quoi encore? Oui, c'est ça. Migration, environnement, éducation et commerce. Question commerce, là. Lorsque aujourd'hui, là, les chercheurs ont parlé de commerce en République dominicaine, commerce en Haïti, il y a un échange. Il y a un échange. Qui place contrebande dans le diagnostic? Mais justement, nous avons un contexte macroéconomique de déséquilibre. Dans la question d'échanges commerciaux, de balance commerciale haïtienne déficitaire. Et même les chercheurs dominicains eux-mêmes disent dans leur conclusion, mais ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable pour Haïti. Parce qu'on ne peut pas faire à sens unique. Nous ne sommes pas capables d'un commerce qui est chiffré à plus de milliards de dollars en faveur de la République dominicaine et pour Haïti, pour exporter à peine 50 millions. Ce n'est pas possible. Les mêmes Dominicains reconnaissent que ce n'est pas un bail qui vit après le pas arrêter comme ça. Et ça qui mais ce n'est pas eux qui viennent résoudre pour nous. Non, ça c'est clair. Même, et c'est normal, il y a profité de un contexte, comprendre de certains relâchements peut-être, et puis il y a des opportunités. Mais ça que l'étude là souligné et qui est intéressant, c'est justement de nous essayer, chercheurs essayer de montrer opportunités qui gagnent pour les deux pays. Par exemple, sur question marché frontalier, moi, je ne vais pas parler de marché binational parce que ça prête à confusion. Ce n'est pas des marchés binationaux. C'est un marché qui, la plupart du temps, situé sur le territoire dominicain, côté que les commerçants haïtiens allaient l'autre bord à le vendre, ou bien vendre, acheter, etc. Ou pas l'inverse. Donc, il n'est pas binational. Donc, ce n'est pas un marché binational.
Donc, c'est des marchés frontaliers. Nous l'approvisionner, nous là-bas. Nous vendons tout. Nous vendons. Ok, nous vendons, nous l'acheter. Nous vendons, nous l'acheter. Et si nous continuons à faire, c'est parce que nous avons un bénéfice, nous avons un avantage. Vous comprenez? Donc, commerce frontalier, c'est là que nous... C'est pas nouveau. Il y a l'autre chercheur qui t'a dit l'avant, par exemple, la RIDO, qui était laboratoire des relations haïtiano-dominicaines, qui était concentré sur la question commerce, là, tu as déjà mis ça en lumière et résultats et recherche ça avec ODEC, là, vient confirmer. Il y a des opportunités dans le niveau commercialisation de produits agricoles du côté haïtien. Mais ça que nous remarquons, c'est que producteurs dominicains, pour être capables de faire prix, parce que question de contrôle de qualité, ça pas souci, non? Même c'est question de coût et bénéfice qui intéressent. Donc, même regroupé. Tandis que les Haïtiens n'ont pas regroupé. Non, même pas fort dans ça. C'est bien dommage. Manquer encadrement, manquer crédit pour les petits producteurs haïtiens, si nous vraiment sérieux. De toute façon, l'Union fait la force à plus adaptée à la CAE dominicaine que la CAE. Madame Doucet, le forum, c'est ce mercredi, non? Jeudi 25 août à Santo Domingo, en République dominicaine. Ça va avoir lieu à l'université Pucamaima. Combien de temps ça va durer? Combien de jours? Toute une journée. Toute une journée. Le forum. Ensuite, dans le prolongement, le lundi 29, il y aura un atelier binational. Et là, ça va être justement, il y a mettre en pratique une recommandation qui a été faite. Ils vont travailler ensemble sur l'élaboration d'indicateurs environnementaux qui sont capables de servir pour les deux pays. Vous comprenez? Ça, c'est un travail technique, scientifique, mais très, très, très important pour nous capables vraiment il y a des outils de comparaison qui sont valables et efficaces. Et qui importance la presse by activité ça? Oh, tous les médias dominicains sont mobilisés. Bon, évidemment, c'est plus facile pour eux parce que sont sur place, les Sindario, El Comercio, El Dia, El Nacional, tous les grands médias là. D'ailleurs, en pile, ils étaient déjà venus dans un séminaire sur le commerce qui était fait en avril, le 8 avril. Et les médias haïtiens, ils recevront l'invitation et tout. Bon, par contre, c'est tout pour aller. Mais par contre, moi, je connais Métropole parler. Par contre, c'est important pour eux. Même déjà, je connais ça important pour Métropole. Métropole à plat, Télé Nationale à plat. Certains médias confirmé qu'effectivement, ils peuvent aller et avec journalistes, avec caméraman, équipe caméraman. Donc, là, après, ça, Haïtienne pour le représenter tout. Alter Presse, médias en ligne, etc. Donc, moi, je crois que des deux côtés, je pense que les médias ont un rôle capital. Et là, c'est sous note ça que je voulais vraiment insister, pour terminer. C'est que nous voulons créer, comme c'est dit, une nouvelle attitude face à la problématique des relations entre les deux pays. Sans que nous pas occulter rien, c'est pour nous mettre Bayo à nu, mais en même temps, tout, c'est pour essayer de créer... Suspendre by tête nos mentis. Voilà. Suspendre by tête nos mentis, honnête avec tête nous. Et conséquent avec tête nous. Et avec les autres. Pour nous souquer corps nous, pour nous dire, bon Dieu, ça n'a fait à portion, zile ça qui nous mène. Qui nous mène, qui nous géré. Nous juste regarder l'autre là-bas, nous avons fait progrès, nous avons fait bac. Donc, Madame Doucet, c'est un plaisir pour me recevoir matin. Et on dit en quelque sorte, nous commençons cette semaine avec une note plus ou moins positive par rapport à la quantité de problèmes haïtiens. On commence cette semaine ça. Et donc, on regarde les pays en l'autre genre, on conscientise, on fait un pour nous honnête avec tête nous tout. Et puis, je souhaite longue vie à l'OBMEC, l'Observatoire binational pour la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Et je souhaite notre succès dans l'entreprise semaine ça, forum qui va le faire là. Très certainement, Métropole sera là. Oui, Métropole déjà pour un engagement ferme. Merci encore une fois, madame. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Et à bientôt. C'est nous qui avons remercié Métropole et public et auditeurs, auditrices et regarder télévision en tout pour que attention que vous prêtez à ça que nous t'avons dit et m'espérer message à passer qu'il y a vraiment développé intérêt ça que nous avons cherché sur problématique. C'est ça. Pour les deux pays. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Madame Rachel Charlier Doucet était notre invitée ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent,
Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.